Alaikum. Donc aujourd'hui, on est arrivé à notre 14e séance, d'accord, qui portera sur la correction de l'exercice numéro 1, qui est l'avométrie d'un mur de clôture, d'accord, qui est notre premier exercice dans la série numéro 1. D'accord? Donc, cette vidéo, elle est un peu spéciale. Pourquoi? Parce que, comme vous savez que pour faire la correction de l'exercice, donc j'ai besoin en même temps d'afficher le plan, j'ai besoin aussi d'afficher le texte, c'est-à-dire le descriptif, et j'ai besoin d'afficher le tableau. Et vu que je n'ai qu'un seul tableau, d'accord, donc j'ai pensé à faire, à faire les choses, d'accord, de la façon suivante. C'est que cette vidéo, vous allez voir, d'accord, vous allez switcher entre le tableau ici, moi-même bien sûr, et vous allez switcher vers mon PC, d'accord? Donc quelque chose que je vais expliquer, je vais les expliquer sur le PC, et après on va passer, d'accord, à la partie tableau, d'accord? Donc j'aimerais bien que, bon, je souhaite que cette expérience, cette première expérience, d'accord, donne un bon résultat. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, je veux faire un exercice de maîtrise. D'accord? Donc, je veux établir un avant-maîtrise d'un ouvrage. Donc, quelles sont les étapes que je dois suivre? Quelles sont les règles que je dois respecter? D'accord? Comment je peux faire mon travail correctement et vraiment, je fais un travail professionnel. Donc, bien sûr, comme j'ai déjà dit que le calcul de maîtrise, c'est pas un calcul très difficile. Vraiment, ça ne demande pas quelqu'un de génie, mais ça demande quelqu'un de méthodique. D'accord? C'est pourquoi il faut avoir la méthode. D'accord? Donc, oubliez le calcul pour le moment. Essayez d'avoir ou de maîtriser un peu la méthodologie de travail. Pour moi, c'est plus intéressant d'avoir la méthodologie de travail que de faire les calculs juste. Bon, pour cette partie-là, d'accord? Ou bien à ce niveau-là, j'aimerais bien que on arrive vraiment à avoir la méthode, d'accord? À maîtriser la méthode. Et bien sûr, si on maîtrise la méthode, nos calculs automatiquement ils vont être, d'accord, corrects. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi la méthodologie? Donc pour faire déjà un maîtrise, pour faire n'importe quel travail, normalement, tu as besoin de données. D'accord? Donc, quelles sont les données dont tu auras besoin en tant que maîtreur pour faire un exercice de maîtrise? Donc, qu'est-ce qu'on donne? D'accord? Comme données. Donc, on donne premièrement un descriptif. D'accord? Ça, c'est premièrement. Et seconde chose, on donne le plan. Et troisième chose, bien sûr, la feuille de maîtrise. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser l'imprimé que je vous ai déjà donné. Vous pouvez tracer le tableau comme vous voulez. Vous pouvez travailler sur Excel, sur Word. L'essentiel, c'est que ce tableau soit comme ça. D'accord? Très bien. Donc, je parle de descriptif. Ça veut dire quoi un descriptif? Descriptif, ça vient du verbe d'écrire. Une description, d'accord? Décrire quelque chose, ça veut dire donner les détails. C'est comme moi, d'accord? Tu vas décrire par exemple un tableau, d'accord? Donc tu vas dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est la même chose. Bien sûr, on a dit que l'avant-maîtrise, c'est un maîtrise qui se fait avant la réalisation de l'ouvrage. Ce qui fait que je me base sur les plans en fait. Je n'ai pas l'ouvrage. On n'a pas encore construit l'ouvrage. Donc je vais me baser sur les plans. Maintenant, est-ce qu'un plan peut contenir toutes les informations concernant l'ouvrage? Bien sûr que non. Par exemple, je ne peux pas tout noter sur un plan. Je ne peux pas noter les caractéristiques des matériaux qu'on va utiliser, qu'on va utiliser, par exemple, dans le futur. D'accord? Donc, mais dans un plan, tu vas trouver les cotations, tu vas trouver quelques nominations des matériaux, mais pas le détail. D'accord? Donc, le détail, c'est dans un descriptif. Donc, toujours, tu auras un texte à côté où tu as les données que tu vas utiliser, d'accord, pour le calcul de maîtrise. D'accord? Donc, un descriptif, ça, c'est premièrement. Seconde chose, c'est les plans. D'accord? C'est les plans. Donc, pour le descriptif, bien sûr, écoutez, euh, vraiment, vraiment, d'accord, pour faire un calcul juste, d'accord, il faut bien lire le descriptif. C'est la première des choses que vous pouvez faire. Et je dis lire l'exercice, c'est pas le lire avec vos yeux, mais le lire minutieusement, d'accord? Lire en essayant de tirer toutes les informations, toutes les données, d'accord? Qu'on va utiliser dans le calcul. Donc il faut le lire une fois, deux fois, trois fois, n fois, jusqu'à vraiment comprendre le texte, jusqu'à vraiment
une bonne assimilation de ce texte descriptif. D'accord? Et soyez sûr que si vous comprenez vraiment le descriptif, d'accord, si vous arrivez à maîtriser vos données, d'accord, votre texte, votre descriptif, vous avez quand même 50%, vous allez garantir 50% de la réponse, d'accord? Donc je vous conseille, d'accord, je vous conseille de lire le descriptif, d'accord? Je sais que la plupart des stagiaires ont du mal à lire, d'accord? Ils trouvent pas des difficultés de lecture, non, ça c'est pas la peine, d'accord, je vais aller vers le plan, ça fait je vais comprendre. Non, tu vas pas comprendre, tu n'as pas d'expérience professionnelle, tu n'as pas un acquis, tu n'as pas une base bien faite, tu n'as pas une expérience sur chantier, donc tu peux pas tout déduire d'un plan, d'accord? Donc tu as besoin d'un texte, d'accord? Donc croyez-moi, c'est vraiment très très intéressant, surtout pour le début, c'est très très intéressant, d'accord? Donc ça c'est pour le descriptif, d'accord? Et donc, bien sûr, je vais switcher maintenant vers notre descriptif. Donc, nous avons ici, comme vous voyez ici, nous avons un descriptif, c'est ce texte-là, d'accord? Ce texte-là, d'accord? Et nous avons ici le travail demandé. Donc, on est demandé de faire ce travail-là, ces postes-là. Donc, pour le descriptif, nous avons un texte ici, d'accord? Donc, on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Donc, nous avons ici exercice déjà mur de clôture. Donc, déjà, je commence pas par ici. Je commence pas là. Des fois, des fois, on cache, des fois, on cache des informations dans le titre. Et ça, c'est fréquent, d'accord? Des fois, on donne des informations sur le titre de l'ouvrage et on aura un exercice où, en fait, l'information clé de l'ouvrage, c'est dans le titre de l'ouvrage, d'accord? On va le voir. Très bien. Donc maintenant, déjà un mur de clôture. Donc écoutez, en tant que maîtreur, je dois comprendre, d'accord, l'ouvrage, je dois le connaître. C'est comme quelqu'un de très proche de moi, d'accord? Donc je dois vraiment le connaître en détail. Donc déjà, je dois comprendre c'est quoi un mur de clôture. Je ne peux pas calculer un ouvrage sans savoir c'est quoi déjà, d'accord? Donc un mur de clôture. Donc, très bien, un mur, c'est un mur. Donc, vous connaissez un mur, comme ça, d'accord? Un mur. Donc ça peut être en maçonnerie, ça peut être en béton, ça peut être en bois, ça peut être en n'importe quel matériau, d'accord? Et nous avons deux clôtures, donc on a ajouté clôture. Et le mot clôture, ça vient, clôture, clôturer, d'accord? Donc nous avons clôture, donc nous avons clôture, d'accord? Ça vient du verbe clôturer, d'accord? Clôturer. C'est clos, d'accord? Ça veut dire quoi clôturer? Ça veut dire fini. Donc on va terminer, par exemple, on va clôturer cette discussion. On est en train de discuter avec quelqu'un et je dis on va clôturer cette discussion, d'accord? Ça veut dire qu'on va terminer cette discussion. Donc c'est un mur qui sert on va pas dire terminer, mais c'est physique, d'accord? C'est physique. Ça veut dire quoi? C'est un mur qui délimite, qui est dans la limite, d'accord? Il délimite quoi? Il délimite une propriété de terre. Donc, clôturer, ça veut dire délimiter pour nous. D'accord? Délimiter. D'accord? Donc, un mur de clôture, c'est un mur, d'accord? C'est un mur qui sert, d'accord? Qui délimite, donc qui délimite, d'accord? La propriété, la propriété, d'accord? La propriété d'un terrain. La propriété d'un terrain, ou la propriété d'une construction, la propriété d'un ouvrage ou d'un bâtiment. D'accord? Donc vous avez par exemple une villa. D'accord? Vous savez bien sûr que maintenant, villa, vous avez le bâtiment en lui-même et vous avez un jardin à côté. D'accord? Donc je ne peux pas laisser le jardin comme ça ouvert. N'importe qui peut traverser, peut s'asseoir, d'accord? Il va bien sûr euh, endommager votre propriété. Donc il faut mettre un mur de clôture. Dans les administrations aussi, dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc vous voyez un mur de clôture. Sourd, d'accord? C'est le mur de clôture. Donc c'est un mur qui va délimiter la propriété, d'accord? La propriété d'un la propriété
Donc la propriété d'un terrain ou d'une construction, d'un terrain. D'accord? Très bien. Donc maintenant on sait c'est quoi. On sait c'est quoi l'ouvrage qu'on va calculer. Donc c'est un mur qui sert à clôturer une construction. D'accord? Je switch, d'accord? Je passe. Donc on va essayer de lire le texte et on va essayer, d'accord, de souligner ensemble les informations qui sont pertinentes, qui sont alarmantes, qui sont importantes pour nous, pour nos calculs. D'accord? Donc je passe. Donc on demande d'établir l'avant-métrée de quoi? D'un mur de clôture de 15 mètres de longueur. De 15 mètres de longueur. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux tirer de cette information? Que mon mur, il a une longueur de combien? De 15 mètres. D'accord? Il a une longueur de 15 mètres. Et aussi, je passe et de 1 mètre. D'accord? De 1 mètre de hauteur. De 1 mètre de hauteur. Donc j'ai ici la hauteur est égale à 1 mètre. Ça, ce sont des données très importantes. Donc je sais que le mur fait combien de longueur? Fait 15 mètres de longueur. Il fait combien de hauteur? Fait 1 mètre de hauteur. D'accord? Je continue. Donc ce mur, il est réalisé en briques pleines. En briques pleines. Donc les briques pleines, bien sûr, on sait c'est quoi? Ce sont les briques liageois, d'accord? Pleines. Et ici, on vous donne les dimensions d'une brique, d'accord? Donc c'est 0,06 fois 0,095 fois 0,20. Pourquoi ces informations-là? Parce qu'il vous dit que l'épaisseur, donc vous voyez ici, son épaisseur, c'est quoi? Il fait référence à quoi? Il fait référence au mur. Donc nous avons l'avant-métrée de quoi? D'un mur, 100. Ça veut dire 100, l'épaisseur de mur, il fait combien? Il fait une brique. Ça veut dire que l'épaisseur de mur fait la longueur d'une mur. Ça veut dire qu'il est égal à quoi? À 20. D'accord? Donc j'écris ça. J'ai aussi l'épaisseur, ou bien l'épaisseur, c'est pour moi, c'est combien de largeur? Vu la longueur, la hauteur, c'est déjà prise. Donc c'est la largeur en fait, c'est l'épaisseur. Donc c'est la largeur est égale à combien? Est égale à 20 cm. Ça veut dire que c'est 20 mètres. Donc déjà maintenant, à partir de ça, je connais la longueur de mur, je connais la largeur de mur, je connais la hauteur la hauteur de mur. D'accord. Donc je passe. Nous avons, elle est d'une brique et elle est revêtue. Elle est revêtue. Revêtue, d'accord, sur ces deux, une autre information importante, sur ces deux faces principales, d'accord, je vais expliquer par la suite chaque élément, chaque mot de ça, d'accord, d'un quoi? D'un enduit, c'est un enduit au mortier bâtard, c'est un mortier bâtard. Combien l'épaisseur de ce mortier? Elle est de 1,5 cm, d'accord? Donc je reviens. Il me dit que le mur de clôture, il est revêtu sur ses deux faces principales d'un enduit en mortier bâtard de 1,5 d'épaisseur. Donc déjà, je prends le mot revêtir. Donc quand je dis revêtir, donc je peux savoir que revêtir, c'est un verbe du mot revêtement. Donc c'est un revêtement. Un revêtement. Donc, un revêtement, c'est quoi? Donc, c'est un matériau, d'accord? Type de matériau qu'on met, d'accord, pour assurer l'étanchéité d'un autre matériau. Par exemple, je mets l'enduit sur le mur, d'accord? Ou bien la peinture, donc c'est un revêtement. Le carrelage, vlish, par exemple, la mosaïque, le marbre. Tous, ce sont des matériaux qui assurent l'étanchéité de béton, de maçonnerie, ainsi de suite. Donc c'est une couche qu'on met, d'accord, sur un autre matériau. Donc je peux avoir plusieurs types de revêtements. Donc ça peut être des enduits, d'accord, ça peut être des fois
du carrelage ou autre, d'accord, ou autre, peinture par exemple, d'accord. Donc il sert à quoi le revêtement? Il sert à assurer l'étanchéité. On a déjà parlé dans le module de formulation de béton, ça veut dire quoi l'étanchéité? Donc l'étanchéité, c'est en fait, on dit une structure étanche, ça veut dire que c'est une structure qui est réalisée avec un matériau imperméable. Ça veut dire que la structure, il ne peut pas en aucun cas laisser passer l'eau à l'intérieur, d'accord? Donc il interdit l'infiltration de l'eau dans la structure. Et bien sûr, on a déjà dit que pour le béton, pour la maçonnerie, cette capacité-là, elle est très très importante parce que il affecte directement la durabilité de votre matériau. D'accord? La durabilité de votre matériau. D'accord. Donc, c'est un revêtement, donc c'est une couche qu'on va mettre. Maintenant, ce revêtement, cet enduit, c'est un enduit, d'accord? Donc, c'est un enduit au mortier bâtard. Mortier. Donc, vous connaissez, c'est quoi un mortier? Un mortier, c'est quoi? Un mortier, c'est quoi? C'est un sable plus l'eau plus le ciment. Ça, c'est un mortier normal. Non, ici, nous avons un mortier bâtard. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que un mortier bâtard, il est réalisé par deux liants. Donc, le mortier normal, d'accord, c'est le ciment, un seul liant avec le sable et l'eau. Le mortier bâtard, il est réalisé avec deux liants. Et ces liants sont le ciment et la chaux. Et la chaux, d'accord? Mais avec des quantités égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre le ciment, d'accord, plus la chaux, d'accord, plus la chaux, plus l'eau, plus le sable, d'accord. Donc si par exemple, dans un mortier normal, tu vas mettre par exemple 100 kg de ciment, 100 kg de ciment, d'accord. Pour un mortier bâtard, tu vas prendre 50% ciment, 50% chaud. Ça veut dire que si j'ai 100 kg de ciment, je vais mettre 50 kg de ciment et 50 kg de sable. D'accord? Donc ici, c'est 50%, 50%. 50% et ici aussi 50%. D'accord? Donc ça, c'est un mortier bâtard. D'accord? Pourquoi on utilise le ciment bâtard? Pourquoi on utilise un mortier bâtard? Parce que la chaux, elle a des avantages par rapport au ciment. C'est cette possibilité d'imperméabilité, d'accord? En fait, de perméabilité à l'air, d'accord? Et d'imperméabilité à l'eau, d'accord? Perméabilité à l'air et l'imperméabilité à l'eau, et ceci protège un peu les structures, d'accord? Surtout qui sont exposées aux pluies, d'accord? À provoquer les problèmes de moisissure, d'accord? Les problèmes de moisissure, c'est les problèmes liés à l'humidité. Quand tu vois un mur, par exemple, surtout les murs des salles de bain, d'accord? Des caves, des fois, d'accord? Tu trouves que le mur, après un certain temps, il y a des taches, d'accord, sur le mur, donc on appelle ça les moisissures, d'accord. Donc, pourquoi ce problème-là? Donc, c'est dû à l'imperméabilité de ciment à l'air, d'accord, et cette vapeur d'eau, d'accord, qu'on a par exemple dans une salle de bain, et il entre il est absorbé dans le mur et il reste dedans. Et bien sûr, ça devient l'eau, et bien sûr, nous avons une génération de germes, de problèmes, de c'est comme des pathogènes, d'accord? C'est comme des comment dirais-je? En tout cas, ce sont des tâches, d'accord, bactériennes, des bactéries, je pense, d'accord, sur le mur, d'accord, qui essaient de dégrader votre mur, d'accord. Donc, c'est un mortier bâtard, comme on l'a dit. Maintenant, où j'ai mis ce mortier bâtard? Donc, je vais revenir à ici. Donc, il est sur les deux faces principales. Les deux faces principales, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, une face principale de mur? Une face principale de mur,
une face principale de mur. Donc, je vais quand même dessiner un mur. Donc, ou bien je peux travailler ici. D'accord? Donc, vous avez ici le plan. D'accord? Donc, vous avez ici le plan. Ça, c'est la vue 3D de votre mur. Donc, un mur, bien sûr, c'est un parallélépipède rectangulaire. Donc, il a combien de faces? Il a 6 faces, effectivement. Donc, il a la face 1 ici, avant et derrière. Il a une face ici, 1 et 2. Et la face inférieure et la face supérieure. Donc, la face principale d'un mur, c'est la grande surface ici. D'accord? C'est où on va mettre le mortier. Donc, notre mortier, il a été posé ici. D'accord? Sur la face principale. Mais sur deux faces principales. D'accord? Donc, cette face-là, elle est appelée face principale. Nous avons deux. Une intérieure, extérieure. Si bien sûr je considère ça c'est un mur de clôture, donc vous avez une face qui voit l'intérieur de votre construction et une qui voit l'extérieur. D'accord? Et vous avez cette face-là qui est la face latérale. Nous avons deux, latérale ici droite et gauche par exemple. D'accord? Et nous avons la surface supérieure. Donc cet enduit, on l'a mis où? Sur les faces principales. Juste les faces, d'accord, principales. On n'a pas mis de mortier ici. D'accord? Donc je peux le voir ici dans la coupe. Donc ça c'est une coupe de mur. Donc cette ligne-là, elle représente en fait l'enduit. Donc vous avez à droite et à gauche, ce sont les faces principales. Donc cette vue-là, c'est la coupe de ce plan-là, d'accord? Je vois de ce côté-là, donc je vois ça, d'accord? Donc j'ai l'épaisseur, j'ai ici l'enduit à droite et à gauche, bien sûr, d'accord? Je le vois aussi dans l'avion plan, donc ça aussi, ça, c'est entre ce trait et ce trait-là, nous avons l'enduit, donc à droite et à gauche, d'accord? Donc ça, c'est une information importante. Donc ça, c'est une information importante, il faut la mettre en tête. Donc vous avez l'enduit ou sur les deux faces principales avec une épaisseur de 1,5 cm. D'accord, on continue. Donc nous avons un mur, ce mur, on parle toujours de notre mur de clôture. Donc il est protégé par quoi? Par un couronnement. Ça c'est bien, un couronnement. D'accord, donc un couronnement ici, couronnement prémoulé en béton, d'accord, en béton. Donc le couronnement ici, vous voyez que le mur ici, il est protégé par un couronnement. Donc vous voyez votre couronnement, il est là. D'accord? Cette forme-là, posée sur la maçonnerie, donc ça c'est les hachures de la maçonnerie, on fait comme ça, d'accord, pour dire que c'est de la maçonnerie, d'accord, schématiser la maçonnerie. Et nous avons ici notre couronnement. Donc cette casquette que nous avons ici, c'est comme une casquette sur le mur. Il sert à quoi? Il sert à protéger les murs. En fait, protéger les murs contre quoi? Donc là, il est quoi? Il est en quel matériau? Il est en béton. D'accord? Il est en béton. Maintenant, bien sûr, le béton, on sait très bien que si je vais comparer entre le béton et la maçonnerie, donc je sais très bien que lequel est plus imperméable que l'autre, le béton ou la maçonnerie. Donc bien sûr, c'est le béton. Donc le béton, c'est un matériau compact, on a déjà vu ça, c'est un matériau compact, d'accord, et aussi il est imperméable, d'accord. Bien sûr, l'imperméabilité, elle est importante dans ce matériau par rapport à la maçonnerie. Donc, alors que la maçonnerie, il absorbe, d'accord, il absorbe, d'accord, la pluie. Donc la pluie peut entrer dans votre maçonnerie. Donc le béton, il sert comme une casquette. Quand tu mets ta casquette, d'accord? Donc ça protège en fait le mur contre l'infiltration de la pluie à l'intérieur à l'intérieur de la maçonnerie. Maintenant la forme de ce couronnement. Déjà, le couronnement c'est quoi? Le couronnement c'est comme une couronne. On dit aussi une couronne quand tu as un arbre, d'accord? L'arbre il est constitué de trois parties. Donc vous avez la partie qui est enterrée, ce sont les racines, d'accord? Les racines. Et vous avez cette partie comme ça, comme un poteau qui est appelé le tronc. Et vous avez la partie, d'accord, où il y a bien sûr les branches, les fleurs ou d'autres légumes ou autres, d'accord. Donc ça, c'est la couronne, c'est comme une casquette, d'accord. Donc c'est la couronne. Donc un couronnement, c'est quelque chose que tu vas mettre en haut d'une structure, d'accord. Très bien. Donc je reviens. Une information aussi importante. Donc nous avons ici que le couronnement il est en béton.
Mais cela de la forme, comme il est cette forme, c'est une forme, c'est bien sûr, je vais négliger ce nez-là. D'accord? C'est quoi? C'est une forme de... Bon, est-ce que c'est un rectangle? Non, c'est un carré? Non. Donc, là, je passe à la forme trapézoïdale. Donc, effectivement, je veux m'assurer, est-ce que ça, c'est une trapèze? Donc, comme on a dit, la règle, c'est de trouver deux droites qui sont parallèles. Donc, oui, je remarque qu'il y a ici une droite, cette ligne-là, et les droites, elle est parallèle avec celle-là. Ce qui fait ça, c'est une trapèze. D'accord? Donc, ça, c'est une trapèze. Donc, et vous avez une pente de 0,36. 0,36, c'est la pente. D'accord? Donc, la pente ici, de là à là, de là à là. D'accord? Donc, cette distance-là que je vais passer de là, de ce point à ce point. Donc, c'est 0,36 qui est là. D'accord? Donc, vous avez 23 plus 5 plus 8, ça donne 36. Donc, vous avez de ce point-là à ce point-là, c'est en fait 0,36. Et une largeur, la hauteur, donc vous avez ici une pente de 0,36 de largeur et vous avez ici 0,1 d'un côté et 0,5. Donc je vois ici, j'ai ici combien? Donc ici j'ai la cotation, d'accord, avec un niveau. Donc j'ai ici ce niveau-là, c'est plus 1 et ici plus 0,9. Donc ça fait que la distance est là, c'est 1 moins 0,9, ça veut dire c'est 0,10. Et ici j'ai 5, donc 5 cm. Donc de ce côté j'ai 10 cm et de ce côté j'ai 5 cm. D'accord? Les deux bases, donc B1 et B2, et j'ai ici la hauteur de cette base. Donc j'aurai besoin de ces données-là, de ces dimensions-là pour faire le calcul de couronnement. Donc on va y arriver par la suite. D'accord? Donc je continue. Donc le mur maintenant, il repose. Le mur, on est là. D'accord? Donc il était protégé en tête par un couronnement. Maintenant, il repose. Il repose. Il est posé sur quelque chose. Il repose. D'accord? Il repose sur quoi? Je vois ici dans le plan qu'il repose sur une semelle. Donc ça, c'est la semelle en fait. Donc c'est une fondation en béton dosé. Donc c'est le béton de fondation. Donc le béton de fondation. D'accord? Donc ce béton de fondation, il est dosé de 800 kg de gravier, de 400 kg, non, donc c'est 800 ici, 800 kg de gravier, c'est ça, 400 kg de sable et 200 kg de CPA. D'accord? Donc ça c'est le dosage, on a déjà vu ça. Donc CPA c'est le ciment Portland artificiel. Cette fondation qui est là, cette fondation, donc elle a combien de largeur? Elle a 0,35 de largeur et elle a combien? Elle a 0,4 de hauteur. Donc je peux la voir ici. Effectivement, j'ai la largeur ici qui est égale à 0,35 et j'ai ici la hauteur qui est égale à 0,40. D'accord? Donc la semelle, j'ai 35 de largeur, j'ai 40 de hauteur. Il me reste bien sûr la longueur. Bien sûr, la longueur, ça va être la longueur de mur. Puisque le mur fait 15 mètres de longueur, donc je dois bien sûr mettre en place une semelle qui fait 15 mètres de longueur. Ça c'est le minimum bien sûr, si je n'ai pas d'empattement. يعني ما خرجش la semelle من هنا à droite ou à droite هنا. Vous voyez là l'empattement ici. Donc si je n'ai pas d'empattement ici, donc je peux voir l'empattement ici. D'accord? Donc je remarque que vraiment il n'y a pas d'empattement de ce côté, mais il y a juste à droite ici à gauche. D'accord? Ici aussi. Donc je peux voir qu'il n'y a pas d'empattement de la semelle. D'accord? C'est ça la ligne de la semelle qui fait 35, donc ici. D'accord? De là à là. Donc je vois que la ligne de la semelle ne dépasse pas la limite de mur. D'accord? Donc il est égal à la limite de mur. D'accord? D'accord. Donc ici, nous avons, il repose, donc vous avez la largeur et la hauteur, très bien. Maintenant, il repose sur une semelle de propreté. Elle, ça, il fait référence à quoi elle? Elle ici, c'est quoi? C'est en fait le dernier sujet qu'on a utilisé ici, qui est là, la fondation. Donc cette fondation, elle a dit, cette fondation-là, elle-même, elle repose sur une semelle de béton de propreté. Donc ça, c'est un béton de propreté qui est en béton maigre, donc une semelle de propreté ici, avec un béton maigre, donc un béton maigre, d'accord, de 0,55 de largeur, d'accord, et de largeur. D'accord, je vois ici que le béton propreté, combien de largeur? C'est 0,55. D'accord, ici, j'ai une hauteur de
5 cm. Et bien sûr, la longueur, ça va être combien? Ça va être bien sûr 15 mètres de longueur. Donc, je vois ici qu'il n'y a pas un empattement ici, ce qui fait que c'est 15 mètres. D'accord? Donc, je reviens. Maintenant, c'est quoi en fait un béton de propreté et il sert à quoi? Donc, le béton de propreté, c'est un béton qui assure en fait la propreté de la semelle. On a déjà expliqué ça que, bien sûr, écoutez, le béton, quand on met une fondation en béton, donc je ne peux pas couler la fondation directement sur le sol. Pour deux raisons. Premièrement, des fois le terrain, il n'est pas bien, il ne présente pas une surface plane. D'accord? Donc ça assure, ça peut provoquer des irrégularités de la surface, d'accord, de notre fondation. Donc pour vraiment avoir une surface plane, il faut vraiment mettre une semelle de béton de propreté. Donc ça assure la planité, d'accord, de notre semelle. Seconde chose, parce que ça s'appelle un béton de propreté, on a déjà parlé de la propreté, c'est que quand on formule un béton, on fait la formulation avec la méthode qu'on a déjà vu, qu'on a les dosages de sable, de gravier, de ciment, de l'eau, ainsi de suite. Et on a vraiment fait beaucoup d'efforts, beaucoup de formules pour trouver ces dosages. D'accord? Donc, bien sûr, je ne peux pas rajouter n'importe quoi dans cette formulation de béton. Donc, quand tu vas, par exemple, couler la semelle directement sur le sol, alors que le béton, il est encore dans l'état numéro 1, qui est la phase dormante, d'accord, de béton. Donc, ce béton-là va être mélangé avec le sol. D'accord? Bien sûr, si le sol, il est meuble. Si le sol, il est meuble, c'est pas une roche. Mais si vous avez la roche, bien sûr, vous pouvez coller la semelle sans utiliser le béton de propreté. Ça sert à rien de mettre un béton de propreté. D'accord? Donc, et aussi, l'eau que tu as qui reste toujours libre, d'accord, dans votre béton, donc il peut être absorbé dans le sol, ou bien le contraire. Donc, tu auras un contact avec le sol qui existe dans votre sol, d'accord? Donc c'est pour assurer la propreté de votre béton, pour que votre semelle de béton ne soit pas mélangée avec n'importe quelle matière autre que la formulation que tu as, d'accord? Très bien, donc c'est ça le rôle de béton de propreté, d'accord? Donc je continue ici. Nous avons la dernière information ici, le fond de fouille. Le fond, je ne sais pas si je peux la mettre ici. Ça, donc je peux utiliser, je pense, rouge. Pourquoi le rouge? Parce que c'est vraiment très dangereux. Cette information, je vous signale que c'est une information très, 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 très importante. D'accord? Ça peut vraiment jouer un rôle de soit avoir un exercice juste, soit en fait effondre tous les calculs que tu as fait. D'accord? Donc faites attention, faites très attention à cette information-là. On dit que le fond de fouille, le fond de fouille, le fond de fouille, ça, pour expliquer ça, j'ai besoin d'effacer en fait la partie. D'accord? Donc, le fond de fouille, d'accord? Donc, le fond de fouille, je vais même écrire en rouge encore. D'accord? Fond de fouille ici, fond de fouille, fond de fouille, elle est à moins 0,55 mètres. Ça veut dire quoi un fond de fouille 0,55 mètres? D'accord? Il y a un petit problème. Donc déjà, le fond de fouille, ça veut dire quoi? Déjà, c'est quoi une fouille? Donc, nous avons un terrain. Je vais donner un exemple. Nous avons un terrain. D'accord? Vous avez un terrain. Vous êtes ici. On est là. Sur notre terrain naturel. D'accord? On est là. D'accord? Et on va creuser une fouille. Une fouille, c'est quoi? C'est en fait le fait de prendre le terrain. C'est creusement d'un terrain. Enfin, d'accord? Donc c'est ça la fouille.
Donc, par exemple, tu veux faire une fouille, une tranchée par exemple. D'accord? Donc, tu vas descendre le niveau de terrain de ce niveau-là vers un autre niveau, ici par exemple. D'accord? Donc, bien sûr, quand je vais creuser un terrain comme ça, automatiquement, bien sûr, notre bonhomme va tomber. Il va passer ici. D'accord? Donc, je n'aurai pas cette ligne. Bien sûr, je vais l'effacer ici. Donc, il passe de ce niveau à ce niveau-là. D'accord? Donc, nous avons ici deux niveaux. Nous avons le niveau de terrain naturel initial, donc avant de ne faire rien, ne rien faire, d'accord? Et nous avons un nouveau niveau de terrain. Ce nouveau niveau, d'accord? C'est ça, le fond, là, le fond, d'accord? Ça, on l'appelle le fond de fouille. On l'appelle le fond, ça c'est le fond. Ça, c'est le fond de fouille. Donc, il vous dit ici que le fond de fouille, il est à moins 0,55. Ça veut dire quoi? Il vous donne le niveau ici. Donc, vous avez un niveau ici, moins 0,55 mètres. Bien sûr, vous avez fait la topographie, vous savez très bien ça veut dire quoi un niveau. Donc, un niveau, c'est une distance par rapport à un repère, par rapport au zéro, par rapport à un repère. D'accord? Donc je dis plus 0,5, c'est par rapport à un 0, j'ai 0,5. D'accord? Donc par exemple, quand je dis moins 0,55, je dois savoir quel est le point de référence. C'est moins 0,55 par rapport à quoi? Par rapport à quoi moins 0,5? Oui, mon 0,0. D'accord? Donc je vais chercher. D'accord? Donc je reviens sur le plan ici. Vous voyez ici, nous avons ici 0, 0. Il est où ce 0, 0? Ce 0, 0, il est posé sur le terrain naturel. Donc on a mis notre 0, 0 ici. Notre 0, 0 ici. 0,00. Donc notre repère, il est là. Et à partir de ce point jusqu'à ce point, j'ai 0,55. Ça veut dire que la distance de là à là, c'est bien sûr 0,55 mètres. Ça veut dire que c'est 55 cm. Maintenant, est-ce que c'est une règle générale? Est-ce que c'est une règle générale que toujours je mets le 0,0 sur le terrain naturel? Non, malheureusement non. C'est vraiment très rare, d'accord, que tu trouves le terrain naturel, ça correspond au 0,0. Donc le 0,0, c'est pas un truc physique, d'accord? Donc c'est chez Haja abstraite, d'accord? Tu peux mettre le 0,0 où tu veux, d'accord? Où tu veux, d'accord? Donc je peux mettre maintenant le 0,0, d'accord? Pour un bâtiment par exemple, je peux mettre le 0,0 sur la terrasse, d'accord? Je vous donne les distances à partir de ce point-là, d'accord? Donc quand, bien sûr, ce que je veux bien sûr expliquer, c'est que la hauteur de votre fouille, la profondeur de votre fouille, il n'est pas toujours égal au niveau de fond de fouille. D'accord? Bien sûr en positif, parce que fond de fouille c'est un niveau, le niveau peut être plus ou moins, donc ça dépend au-dessus ou là au-dessous, ou là le fort, d'accord? C'est moins, le fort c'est plus, d'accord? Mais je dis que le fond de fouille, d'accord, peut ne pas correspondre à la hauteur de fouille. Donc, le fond de fouille, c'est exactement la hauteur de fouille. C'est dans le cas, le seul cas, c'est que tu as le 0,0 sur le TN. Maintenant, si je change TN, le 0,0, je ne le mets pas sur le terrain naturel, la hauteur de fouille va changer. La hauteur de fouille va changer. Maintenant, quelle est la règle? D'accord? Quelle est la règle que je vais utiliser dans le cas où ce 0,0 ne correspond pas au terrain naturel? Donc la règle, elle est très très simple. D'accord? Je vais vous la dire ici. Donc nous avons la hauteur de fouille. Si tu veux calculer la hauteur de fouille, quelle que soit la nature de cette fouille, tu veux la hauteur combien? Et tu as la cotation par niveau. Donc tu as des niveaux. Donc bien sûr, si tu as la cotation à côté, là, tu vas prendre la cotation directement. Mais si tu as les distances, ils sont représentés par niveau. Donc il faut se méfier. La formule, c'est quoi? La formule dit
que HF, qui est la hauteur de fouille, est égale à quoi? Est égale à la valeur absolue. Vous vous rappelez, la valeur absolue, c'est elle qui donne bien sûr la valeur positive. Parce que les niveaux, donc ça peuvent être négatifs. Et la hauteur, c'est quelque chose de positif. Donc G, c'est la valeur absolue. De quoi? De quoi? De, de niveau, d'accord? Niveau de terrain naturel moins le niveau de fond de fruit. Donc c'est quoi la hauteur de fruit? La formule qu'il faut bien sûr appliquer à la lettre. C'est quoi la hauteur de fruit toujours? C'est la valeur absolue, niveau terrain naturel moins niveau de fond de fruit. Par exemple, je donne un exemple. D'accord? Donc je vais effacer ce bonhomme-là. D'accord? D'accord, ici aussi. Je vais mettre ici le béton de propreté, donc le cas, mon exercice, j'ai la semelle ici. D'accord, j'ai la semelle et après j'ai le mur ici. D'accord, ici j'ai ma semelle. Donc on va essayer quoi? Donc je vais changer la position de 0, 0 et on va remarquer que la hauteur de fouille ne va pas changer. D'accord? Donc le même exercice, c'est juste que je vais changer le 0, 0, 0, 0. Je vais pas le mettre ici. D'accord? Je ne vais pas le mettre ici. Je vais mettre ici, bien sûr, ça va changer. D'accord? Donc normalement, dans notre exercice, avec les données de l'exercice, la hauteur de fouille est à 0,55. D'accord? On va voir que je vais changer les niveaux. D'accord? Et on va toujours trouver que la hauteur de fouille est à 0,55. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hauteur de fouille, il n'est pas lié automatiquement au fond de fouille. Non, il n'est pas lié à la valeur que tu trouves dans le niveau de fond de fouille. Donc par exemple, je prends par exemple ici le niveau de 0,0. Donc je vais quand même prendre les cotations, d'accord? Donc j'aurai besoin ici de cotations. Donc j'ai ici 5, d'accord? J'ai ici 40 et je pense ici j'ai 10. D'accord? Donc je vais changer le niveau. Je prends ici le niveau terrain. Donc pour moi, je prends ici le niveau 0, 0. D'accord? Donc si je prends le 0, TN il est là. TN ne change pas. D'accord? 0, 0, oui, peut changer. D'accord? Je peux le mettre où je veux. D'accord? Donc supposons maintenant, je vais prendre un exemple. Je vais prendre le 0, 0, il est là, sur la semaine. D'accord? Maintenant, le fond de fouille va être combien ici, le niveau ici va être combien? Va être bien sûr, j'ai 0, d'accord? J'aurai 40 ici, donc moins 0,40, moins 0,45. Donc j'ai moins 0,45 mètres. Ça c'est quoi? C'est le fond de fouille. D'accord? C'est le fond de fouille. Par contre, le terrain ici, le niveau de terrain, est-ce qu'il va changer? Bien sûr, il va changer. D'accord? Pourquoi? Parce que le 0 a changé. Donc j'ai combien de là à là? J'ai combien? J'ai 10. Donc ici, j'ai plus 0,10. Donc ça, c'est le niveau de terrain naturel. Donc je vais appliquer la formule. Donc dans ce cas-là, donc j'aurai HF est égal la valeur absolue. Niveau de terrain naturel, combien? Niveau de terrain naturel, combien? Donc j'ai 0,10 plus bien sûr 0,10 et j'ai moins. Donc j'ai moins, je garde le moins de la relation. Le niveau de fond de fouille qui est moins 0,5. Faites très attention. Il y a le moins de la relation, il y a ce moins-là, il y a il y a un autre moins de niveau. D'accord? Donc ici, moins 0,45. Faites très attention à ça. D'accord? Donc, par oubli, par déconcentration, tu mets moins, tu prends 0,45. Ça donne n'importe quoi. D'accord? C'est faux. D'accord? Donc ici, j'applique, donc GHF est égal à quoi? La valeur absolue de 0,10 moins. Donc c'est plus 0,45. Donc 0,10 plus 0,45, c'est 0,55. Vous remarquez que ça donne toujours la même chose. D'accord?
C'est pourquoi j'ai dit que la hauteur de fouille, d'accord, ne reflète pas toujours le fond de fouille. C'est un cas très spécial et très simple, d'accord, de prendre 0,0 correspond au terrain naturel. D'accord, on va voir que c'est pas toujours le cas. D'accord, donc, mais vous avez cette formule que vous devez bien sûr utiliser pour ne pas faire d'erreurs dans les hauteurs de fouille. La hauteur de fouille, quelle que soit la fouille, en excavation, en rigole, en puits, donc c'est ça la règle. Très bien, donc quand même je pense qu'on a bien expliqué le descriptif. Donc là, on a passé ligne par ligne, phrase par phrase et on a essayé de comprendre. Bien sûr, on n'est pas en train d'apprendre un exercice. Non, j'essaie de comprendre en fait. D'accord. Donc les informations, j'essaie d'accumuler les informations. À chaque exercice, j'essaie d'accumuler les informations, les astuces, d'accord, de calcul. Et bien sûr, les valeurs changent, d'accord, d'un exercice à un autre. D'accord. Donc je reviens sur le plan. D'accord. Donc si vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'essaie de comprendre le texte, j'essaie de faire la référence, la liaison avec mon plan. Donc comme j'ai déjà dit, pour un maître-heure, il me faut un descriptif et il me faut aussi un plan. Et le plan, si vous avez vraiment beaucoup de chance, d'accord, vous allez trouver un plan comme ça. D'accord. Donc là, dans ce plan, je trouve ici une vue en 3D, une perspective, c'est la vue 3D où je peux voir la longueur, je peux voir la largeur et la hauteur. Et j'ai la vue en plan, donc c'est une vue en plan, une vue aérienne, c'est comme si je vois le mur en haut, d'accord, à fort, d'accord, et je vois le mur, d'accord. Et ici j'ai la coupe. Donc si vous avez vraiment la chance, on vous donne les trois plans. Donc la plupart c'est juste la coupe et la vue en plan. La perspective c'est à toi de la voir ou bien c'est à toi d'essayer d'imaginer votre ouvrage en 3D. Bien sûr, ce que je conseille à mes stagiaires, c'est que si vous n'avez pas de perspective, s'ils vous donnent juste la coupe, d'accord, juste la coupe, vraiment, si vous n'avez vraiment pas une idée sur l'ouvrage, vous ne connaissez pas l'ouvrage, vous n'avez pas vu un ouvrage tel l'ouvrage que vous avez, essayez de faire un croquis de votre perspective. Ça va vous aider énormément dans vos calculs. C'est quand l'image est claire, l'image est claire. Donc je peux entamer mes calculs calmement, je peux être sûre de mes calculs. D'accord. Donc je recommande et je conseille ça à tous mes stagiaires. Faites un croquis de votre schéma. Faites-le perspective. Je suis dans le dessin ou des égal ou exact. Non, juste un croquis comme ça manuel pour avoir une idée claire sur l'ouvrage. D'accord. Très bien. Donc je reviens. Donc comme j'ai dit, j'ai la coupe, j'ai l'avion en plan et j'ai la perspective. Déjà un truc. Donc un truc c'est que je dois savoir. Donc bien sûr le plan il sert à quoi? Pourquoi j'ai besoin d'un plan? Pour avoir les cotations. D'accord? Pour pouvoir remplir en fait la case de dimension longueur, largeur, hauteur. Et on a déjà expliqué que dans le tableau de maîtrise, je dois faire très attention en remplissant cette case de dimension parce que je dois vraiment respecter la longueur. La valeur de la longueur doit être mise dans la colonne de la longueur. La valeur de largeur doit être mise dans la colonne de la largeur, ainsi de suite. Je ne dois pas changer les places, d'accord? Je n'ai pas le droit. Pas parce que le calcul va pas, en tout cas le calcul, parce que vous avez une multiplication, d'accord? Vous allez trouver la même formule, mais c'est question comment dirais-je, c'est que le tableau de Merhet, comme j'ai déjà dit, il donne une idée sur l'ouvrage. C'est comme si je peux, en lisant un tableau de Merhet, je peux dessiner mon ouvrage, d'accord, dans ma tête. Je peux dessiner, je peux connaître comment il est cet ouvrage, juste en lisant un tableau de Merhet, d'accord? Très bien, donc je reviens. Maintenant, si j'ai une coupe, quelles sont les dimensions que je peux tirer à partir de la coupe? Donc vous avez ici la coupe, d'accord? Donc la coupe ici. La coupe, il vous donne deux choses. La coupe, il vous donne deux choses. Rappelez-vous de ça. Il vous donne la hauteur, ça c'est la hauteur, toujours. 5, 41, 105, ce sont des hauteurs. Donc, la largeur, la longueur. Ça, les cotations qui sont là, ce sont les largeurs. Donc la coupe, il me donne la largeur et la hauteur. La largeur
et la hauteur. L'avion-plan, par contre, il me donne quoi? Il me donne la longueur et la largeur. La longueur et la largeur. Donc, bien sûr, l'intersection entre la coupe et l'avion-plan, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez lire sur la coupe et vous allez le trouver sur le plan? Ce sont les largeurs. Donc là, je ne vais pas trouver 45, 100 sur l'avion plan. D'accord? Parce que c'est une vue en plan. D'accord? Pour moi, le Z, c'est égal à 0. Mais ici, je trouve ici 35 et je vois ici que c'est 35. Je trouve ici 23, la largeur, ici 23. Je trouve ici 55 et il y a bien sûr 55. D'accord? Donc dans la coupe, ce que j'ai, c'est la largeur ici, la hauteur ici. Et dans l'avion plan, ça c'est la longueur et ça c'est la hauteur. Bien sûr, la perspective, il vous donne la longueur, la largeur, la hauteur. Mais la plupart du temps, on ne donne pas vraiment la cotation sur la perspective. C'est juste pour simplifier ou pour faciliter en fait la tâche le maîtreur à faire le calcul ou à essayer d'imaginer en fait la forme géométrique de votre structure. D'accord? Très bien. Donc ici, on a fini avec le descriptif. D'accord? Donc je pense à ce stade-là à ce stade-là, normalement, vous avez l'idée claire sur votre ouvrage. Donc vous pouvez maintenant commencer à faire les calculs aisément. Vous n'aurez pas de problème. D'accord? Donc je vais passer à expliquer maintenant le travail demandé. Qu'est-ce qu'on est en train on veut calculer quoi exactement. Donc nous avons dans le plan le travail demandé, donc on demande d'établir l'avant-métrée des postes suivants. Donc comme j'ai déjà dit, les postes sont déjà écrits. Vous n'allez pas les reproduire, d'accord? Vous avez ici les terrassements avec le numéro d'ordre ici. Vous voyez ici 1, 1, 2, 1, 3, 2. Donc il faut juste prendre le chiffre de là et le mettre dans votre tableau. D'accord, donc pour le premier poste, nous avons terrassement. Terrassement, d'accord? Et nous avons dans terrassement, nous avons la fouille en rigole. La fouille en rigole. Donc la fouille en rigole, c'est quoi? La fouille en rigole, c'est cette partie-là, creusée. On dit en rigole, d'accord? On a en fait plusieurs types de fouilles, d'accord? Donc je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Donc nous avons les fouilles en rigole, nous avons les fouilles en tranchée. Bon, des fois on utilise les deux en même temps, ça donne la même chose. Nous avons les fouilles en pleine masse, d'accord? Les fouilles en puits. La différence, c'est en fait la largeur et la hauteur, d'accord? Donc en fonction de la largeur et de la hauteur. Si vous avez inférieur à une hauteur, vous faites une fouille inférieure à 1 mètre, donc c'est une fouille en rigole. Si vous faites par exemple qui dépasse 1 mètre à 2 mètres, d'accord, on dit que c'est fouille en excavation. Si vous avez plus que 2 mètres, c'est une fouille en fouille. Mais on va y revenir, d'accord? On arrête quelque part dans une vidéo, je vais expliquer ça, d'accord? Donc je passe. Donc j'ai ici la fouille en rigole. Donc vous voyez ici, je cherche à calculer la fouille. La fouille. D'accord? Donc la fouille, c'est quoi? C'est le terrain, c'est cette forme-là. J'ai dit aussi qu'il y a une différence entre le débit et la fouille. Donc rappelez-vous de cette information, c'est que le volume de fouille n'est pas égal au volume de débit. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle, ou une caractéristique qu'on appelle le foisonnement. Le foisonnement, je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque, mais quand on était petit, d'accord, à la plage, et on creusait le sable, d'accord, la quantité de terrain, la quantité de sable que tu enlèves, d'accord, par rapport à la forme la petite fouille que tu as mis, c'est toujours supérieur. J'avais toujours, et moi-même j'avais cette réflexion. Je dis toujours pourquoi j'ai beaucoup de terrain alors que là, on dit beaucoup de terrain. Comment d'accord, en fait, c'est à cause de foisonnement. Le foisonnement, c'est quoi? En fait, le terrain, quand il était à sa place initiale sur le terrain, il était compacté. Ça veut dire compacté, il n'y avait pas de vide. D'accord? Ça veut dire il a un volume. Et maintenant, quand il est libéré, d'accord, il y a de l'air qui entre dans votre déblai. Et bien sûr, ça va augmenter son volume. D'accord? Donc, automatiquement, si je calcule ce déblai-là, ça ne reflète pas automatiquement la fouille. Donc, réellement, le terrain que tu as enlevé, c'est la fouille. Mais par exemple, la quantité de déblai que tu vas déplacer, ça, c'est un autre quantité. Donc, il faut tenir compte le foisonnement. Aussi, je vais faire une autre vidéo là-dessus, d'accord?
Donc, غير باش نديرو la différence. علاش كنقولو fruits, des fois تنقولو des blés, donc il faut savoir la différence, d'accord? Mais pour vous, pour un exercice de maîtrise, si on ne mentionne pas le foisonnement, vous allez mettre le déblé égal à la fruit, d'accord? Donc, je reviens. Donc, on est, le poste c'est fruits en rigole, donc il est demandé en mètres cubes, d'accord? Nous avons le remblaiement autour des fondations, jusqu'au niveau 0,0. Donc, on va remblayer ici jusqu'à ce niveau-là. Donc, le fond jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à terrain naturel. Donc, premièrement, donc, le déblai, c'est le fait de creuser le terrain et d'enlever le terrain, la terre en fait, d'accord? Et le remblai, c'est l'opération inverse. Ça veut dire que tu as un creux, tu vas le remplir avec le remblai. Tu vas remplir le terrain. Le remblai maintenant. Donc, le remblai, c'est du terrain en fait, mais pas toujours le terrain que tu as enlevé. D'accord? C'est en fonction en fait de la qualité de votre déblai. Donc si votre terrain il est de mauvaise qualité, d'accord? Donc on ne va pas l'utiliser en tant que déblai. Mais vous allez acheter un autre remblai pour le mettre en place. D'accord? Donc déjà une information. Le déblai que j'ai à partir de la fouille peut ne pas être réutilisé. D'accord? Donc ça c'est une information à clé. C'est en fonction de la qualité. Si vous avez une bonne qualité, vous pouvez l'utiliser. Sinon, il faut le remplacer. D'accord. Maintenant, le remblai. Donc, quand tu creuses, d'accord, tu mets la semelle de propreté, tu mets la semelle de fondation, tu mets le mur. Bien sûr, il te reste le creux à côté de la semelle. Le creux. Bien sûr, vous n'allez pas laisser la structure comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Je reviens au plan. Pourquoi? On ne peut pas laisser la semelle comme ça libre ici. Parce que que, le problème qui peut exister si tu mets pas ce couronnement, c'est que cette eau va être absorbée ici, va être infiltrée ici. Si tu laisses ce creux-là, il va être rempli d'eau, l'eau de pluie. Et cette partie-là, il va être en contact, votre semelle va être en contact permanent avec l'eau. On a déjà dit que le premier ennemi du béton, c'est quoi? Des structures en béton, c'est l'eau. Donc je ne peux pas laisser l'eau en contact permanent avec la semelle parce que l'eau, d'accord, va s'infiltrer dans ma semelle et mon mur va s'effondrer. Donc c'est pourquoi il faut le remblayer, il faut vraiment enterrer la semelle et même ce remblai-là doit être compacté. Compacté toujours pourquoi? Parce que je peux mettre le remblai, mais si je ne compacte pas, j'aurai une infiltration. Donc l'eau va s'infiltrer et va remplir les pores. Donc il faut vraiment compacter le remblai pour ne pas laisser l'espace pour cette infiltration-là. Et bien sûr pour protéger votre structure contre le contact permanent avec l'eau. D'accord? Donc nous avons le remblai qui va être entouré ici et ici. Notre remblai ici et ici. Donc nous avons combien de formes? Nous avons deux formes, à droite et à gauche. D'accord? Donc la forme de votre remblai, la forme de remblai, il est comment? Il a cette forme-là. Il a cette forme-là. C'est comme L. D'accord? Inversé. Donc nous avons c'est comme L. D'accord? Donc c'est une surface qui est composée. Donc bien sûr, pour la calculer, il faut la décomposer. Donc je vais la décomposer comme ça. D'accord? Bien sûr, ça avec une longueur, c'est toujours. Parce que le mur fait, ça c'est une coupe. Donc j'ai la longueur. Donc j'aurai cette forme-là, la forme F1, et j'ai la forme F2. Forme F1, donc le remblai sera divisé en deux. Forme F1 et forme F2. D'accord? Forme F1 et forme F2. D'accord. Donc je continue. Donc j'ai ici le remblai jusqu'à niveau 0,0 et après j'ai les terres à évacuer. Évacuer quelque chose, ça veut dire quoi? Désolée, d'accord. Donc évacuer, terre à évacuer, ça veut dire quoi? Écoutez, on va revenir à l'opération de construction. Donc on a déblayé, on a du déblai ici à côté. Bien sûr, la quantité de remblai qu'on va utiliser, il est moins que le déblai qu'on a pris du terrain. Oui ou non? Bien sûr que oui. Si je vais mettre encore, je vais déblayer et utiliser le déblai pour le remplir encore, pour le mettre dans le terrain, bien sûr, ça veut dire où je vais mettre la semelle.
Donc l'espace occupé par la semelle béton de propreté, le mur, c'est une partie de terrain qui doit être qu'on ne va pas utiliser, d'accord, qu'il va être évacué. Évacué, c'est dans les décharges. Bien sûr, une fois on termine, il faut bien sûr déplacer les déblais qu'on n'a pas utilisés dans les décharges, bien sûr en payant en mètre cube cette quantité-là. Donc les terres à évacuer, c'est quoi? Terre à évacuer, c'est quoi? C'est la quantité de déblais, la somme des déblais, sigma des déblais, moins sigma des remblais. Mais pas n'importe quel remblai, le remblai que tu as utilisé à partir de ce déblai. Donc c'est sigma des déblais moins sigma des remblais. D'accord? Très bien, donc je passe. J'ai ici la fondation. Donc dans la fondation, j'ai deux postes, de 1 et de 2. D'accord? De 1 et de 2. Donc j'ai béton de propreté qui est là. Il est demandé en mètre cube. Et j'ai le béton de fondation qui est là. Il est demandé aussi en mètre cube. D'accord? Ici, j'ai le mur de briques. Donc ce mur-là, c'est le mur de briques. D'accord? Et j'ai l'enduit en mètre carré, cet enduit-là qui est sur les faces principales. Vous vous rappelez ici, on a dit que sur les deux faces principales, donc on est demandé de calculer l'enduit en mètre carré. Ça veut dire quoi en mètre carré? En surface. Mais maintenant, le couronnement, bien sûr, ça, c'est cette forme-là, d'accord, trapézoïdale. C'est un coin avec une section trapézoïdale, d'accord. Donc, on va calculer ça. Bien sûr, je vais négliger ça. Pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas de détails. Donc, si j'avais un détail sur ce creuse-là, donc je peux bien sûr enlever, mais je ne sais pas ça c'est quoi, donc je n'ai pas de données, donc je vais le négliger. Maintenant, by the way, d'accord, pourquoi on a utilisé ça? Pourquoi ça? Donc on a déjà dit que, en fait j'ai oublié de dire ça, c'est que le couronnement ici, il est sous forme de trapèze. Pourquoi déjà on a préconisé la forme trapézoïdale pour le couronnement? Pourquoi ne pas utiliser une forme rectangulaire, comme ça, rectangulaire? Bien sûr, on ne dit pas, le couronnement il est utilisé pour protéger le mur contre la pluie. D'accord? Maintenant, si tu vas mettre une surface plane ici, l'eau va stagner, d'accord? Il va stagner sur le couronnement. Et bien sûr, il va attaquer votre couronnement avec le temps, il va s'infiltrer dedans. D'accord? Donc, c'est pourquoi on met une pente, cette pente-là, pour assurer le drainage, d'accord, des pluies, d'accord, ici, le drainage. Maintenant, si vous avez un débit énorme, donc vous pouvez avoir un retour ici. Donc si vous avez beaucoup d'eau ici, on peut avoir un retour ici. Donc l'eau peut passer ici et attaquer votre mur ici. Donc c'est pourquoi on met ce nez là pour interrompre, d'accord, le passage de l'eau de ce côté. Donc il faut y trouver ce creux là. Qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr, il ne va pas monter, l'eau ne monte pas, mais il suit la gravité, donc il va tomber comme ça. D'accord? Donc c'est pourquoi on met ce nez là. Mais bien sûr, j'ai négligé ça. Pourquoi? Pour une seule raison, parce que je n'ai pas le détail. D'accord? Je n'ai pas le détail. Et vu qu'il n'y a pas de détail, donc je ne vais pas le prendre. D'accord? Je ne vais pas le calculer. Très bien, donc je pense que c'est assez pour cet exercice. Donc je vais quand même faire deux vidéos. Une vidéo qui explique les données et une autre vidéo pour l'exercice. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Où je demande bien sûr à ce que les stagiaires suivent cette méthodologie de travail. Bien sûr, au début, c'est un peu délicat, ça prend beaucoup de temps, ainsi de suite. Je prends beaucoup de temps, je ne fais pas le calcul. Mais soyez sûrs et croyez-moi que d'un exercice à un autre, vous allez trouver des facilités et vous allez faire vos calculs comme il faut, d'accord? Parce qu'à quoi sert le fait de travailler, d'accord, de se faire les calculs, de remplir tout un tableau et à la fin tu trouves et que par exemple tu as oublié une dimension ou tu n'as pas fait attention à un calcul, il faut tout refaire du début, d'accord? Donc c'est pas la peine, il vaut mieux bien réfléchir, d'accord, avant d'agir, d'accord? Donc cette méthodologie c'est la meilleure façon de faire. Bien sûr, en fait, la vitesse de traitement de descriptif avec le plan, ça s'améliore au fur et à mesure, d'accord? On est là, on vient de commencer, d'accord? Bien sûr, d'un exercice à un autre, on, on commence à avoir comment dire, des réflexes, d'accord? Des analyses un peu plus rapides, d'accord? Sur le plan, sur le schéma, ainsi de suite. Et on peut faire les calculs euh, plus vite, d'accord? Mais au début, je vous assure, ce qui m'intéresse pour moi, pour le premier, deuxième, troisième, quatrième exercice, c'est surtout la méthodologie, d'accord?
On peut parler de est-ce que les calculs sont justes ou non après, d'accord, après le cinquième exercice. Mais pour moi, c'est cette phase, elle est surtout pour assimiler la méthodologie de travail. Bien sûr, je tiens à dire une chose, c'est que bien sûr, il faut soigner votre tableau. D'accord? Un tableau qui est mal rédigé, avec beaucoup de rayures, bien sûr, c'est pas un tableau. D'accord? C'est pas un tableau, non. Il faut que le tableau soit bien écrit, bien rédigé. D'accord? Et je pense que ça ne demande pas beaucoup de temps de remplir les choses correctement. Il faut écrire les choses claires, même si mon écriture n'est pas bonne, j'essaie comment dirais-je, de la travailler, écrire doucement les chiffres comme je veux, d'accord? Donc c'est question juste question d'habitude. Donc il faut avoir les bonnes habitudes. Une fois, d'accord, vous avez cette habitude, vous allez là, vous n'allez pas trouver de difficultés à faire les choses comme il faut, d'accord? Donc je vous retrouve en fait dans la vidéo suivante où on va faire la correction de l'exercice, d'accord?